Il va tout mettre en œuvre pour criminaliser les attaques contre l'État. Dans toute l'histoire, il y a toujours eu cette espèce de rivalité entre le pouvoir étatique et le pouvoir social. Et les commerçants mettaient en place des règles pour protéger leur business, pour pas que ces querelles entre États viennent chambouler le business, quoi. Et donc, effectivement, là, cette notion de prédation croissante et d'injustice, je la comprends et je peux comprendre l'idée qu'on ait de moins en moins envie d'acquitter l'impôt, mais de là à dire que voler l'État, c'est moral. Au XIIe siècle, il y a eu la Magna Carta. La Magna Carta, la grande charte en Angleterre, où les barons ont imposé au roi un certain nombre de contraintes. Et parmi ces contraintes, il y avait ne jamais augmenter les impôts sans un vote. Ok, ouais. Bon, en fait, ça n'a jamais été appliqué. Comme on peut pas non plus augmenter indéfiniment les taxes et les impôts, eh bien, on fait marcher la planche à billets. Les fonctions étatiques, qu'on appelle les fonctions régaliennes en général, sont utiles et sont nécessaires. On a besoin de sécurité. On a besoin de tribunaux pour régler les conflits. Mais ces fonctions peuvent être prises en charge par le marché. Cet été, en marge des Jeux Olympiques et de l'actualité militaire, parlementaire et sociale, accordons-nous un temps de réflexion sur un sujet profond. L'anatomie de l'État, un livre exceptionnel de Murray Newton Rothbard. Découverte d'un ouvrage indispensable en compagnie de Damien Tellier. Premier extrait, ce que l'État n'est pas, ce que l'État est. Deuxième extrait, comment l'État se préserve. Troisième extrait, comment l'État transcende ses limites. Quatrième extrait, ce que l'État craint, comment les États interagissent entre eux. L'histoire, course entre pouvoir étatique et pouvoir social. Le plus grand danger pour l'État est la critique intellectuelle indépendante. Bonjour Damien, comment vas-tu? Bonjour Jacques, très bien, merci. Écoute, on se retrouve là pour conclure cette étude de l'anatomie de l'État de Murray Rothbard, le 4e et dernier volet de cette expérience assez unique, où l'on observe, un petit peu comme si on était autour là d'un billard, on observe ce travail méticuleux de dissection de l'État. Et sous le costume de super-héros protecteur de la veuve et de l'orphelin, dont il est affublé, on découvre l'apex prédateur du genre humain. Alors, les 3 premiers volets de cette série nous ont donné accès à un nouveau regard sur la véritable nature de l'État, les moyens de sa préservation, et puis comment il étend son pouvoir. Est-ce que tu peux, Damien, nous donner un petit aperçu rapide de ce qu'on va aborder dans cette dernière partie? Oui, donc les deux derniers chapitres du livre, l'avant-dernier, donc c'est ce que l'État craint, et Rothbard nous dit l'État craint tout particulièrement les révolutions, et donc il va tout mettre en œuvre pour criminaliser les attaques contre l'État. Et puis le dernier paragraphe, le dernier chapitre, c'est la concurrence entre l'État et la société. Voilà, pour le dire simplement. C'est que dans toute l'histoire, il y a toujours eu cette espèce de rivalité entre le pouvoir étatique et le pouvoir social. Et c'est une sorte de philosophie de l'histoire qui permet donc de conclure ce livre. Ouais, c'est une bonne prise de recul et une vue globale du sujet, quoi. Bah écoute, on se lance dans cette lecture, je crois qu'il y en a pour 10-15 minutes, et puis on se retrouve ensuite pour que tu continues à partager avec nous cette analyse de ce texte. Voilà, à tout de suite. Ce que l'État craint. Bien sûr, ce que l'État craint par-dessus tout est toute menace fondamentale à son propre pouvoir et à sa propre existence. La mort d'un État peut arriver de 2 manières principales. Petit a, suite à la conquête par un autre État, ou petit b, par renversement révolutionnaire mené par ses propres sujets. En bref,
par la guerre ou par la révolution. Guerre et révolution parce que les deux menaces fondamentales suscitent invariablement chez les dirigeants de l'État leurs efforts maximum et une propagande maximale envers le peuple. Comme explicité ci-dessus, tout moyen est toujours bon à utiliser pour mobiliser les gens pour venir à la défense de l'État en croyant qu'ils se défendent eux-mêmes. La fausseté de l'idée devient évidente lorsque la conscription est exercée contre ceux qui refusent de se défendre eux-mêmes et sont donc forcés de rejoindre la bande des militaires de l'État. Inutile d'ajouter qu'aucune défense ne leur est permise contre cet acte de leur propre État. Lors de guerre, le pouvoir de l'État est poussé dans ses extrêmes limites et sous les slogans de défense et d'urgence, il peut imposer une tyrannie au public au point qu'elle pourrait subir une résistance ouverte en temps de paix. La guerre offre donc de nombreux avantages à un État et de fait, chaque guerre moderne a apporté au peuple belligérant un héritage permanent de fardeaux étatiques accrus sur la société. De plus, la guerre offre à un État des occasions tentantes de conquérir des terres où il pourrait exercer son monopole de la force. Randolph Bourne avait certainement raison lorsqu'il écrivit que « la guerre est la santé de l'État ». Mais pour un État quelconque, une guerre peut être synonyme de santé ou de blessure grave. Nous pouvons vérifier l'hypothèse d'un État surtout intéressé de se protéger lui-même plutôt que ses sujets en demandant quelle catégorie de crimes l'État peut-il poursuivre et punir le plus sévèrement? Ceux visant les citoyens privés ou ceux qui le visent? Les crimes les plus graves, selon le lexique de l'État, sont presque invariablement non pas l'invasion de personnes ou de propriétés privées, mais des dangers pour sa propre satisfaction. Par exemple, la trahison, la désertion d'un soldat pour l'ennemi, le non-enregistrement pour conscription, la subversion et le complot subversif, l'assassinat des dirigeants et les crimes économiques contre l'État tels que la contrefaçon de sa monnaie ou l'évasion fiscale. Ou comparer le degré de zèle dédié à la poursuite de l'agresseur d'un policier avec l'attention que l'État accorde à l'agression d'un citoyen ordinaire. Pourtant, curieusement, la priorité ouvertement accordée par l'État à sa propre défense contre le public frappe peu de personnes comme étant contraire à sa raison d'être présumée. Comment les États interagissent entre eux? Puisque l'espace territorial de la Terre est divisé entre différents États, les relations inter-États doivent occuper beaucoup du temps et de l'énergie d'un État. La tendance naturelle d'un État est d'étendre son pouvoir et extérieurement une telle extension prend forme en conquérant un espace territorial. À moins qu'un territoire soit sans État ou inhabité, une telle expansion implique par essence un conflit d'intérêts entre un ensemble de dirigeants étatiques et un autre. Seul un ensemble de dirigeants peut obtenir un monopole de coercition sur une quelconque zone territoriale donnée à un même moment. Le pouvoir complet sur un territoire par l'État X ne peut être obtenu que par l'expulsion de l'État Y. La guerre, bien que risquée, sera une tendance éternelle des États ponctuée de périodes de paix et d'alliances et coalitions changeantes entre États. Nous avons vu que la tentative interne ou domestique de limiter l'État du XVIIe au XIXe siècle atteignit sa forme la plus notable avec le constitutionnalisme. Son pendant externe ou affaires étrangères fut le développement du droit international, en particulier ses formes telles que les lois de la guerre et les droits des neutres. Certaines parties du droit international étaient à l'origine purement privées et découlaient du besoin pour les commerçants et les hommes d'affaires du monde entier de protéger leurs biens et de régler leurs différends. Les exemples sont le droit de l'amirauté et le droit commercial. Mais même les règles étatiques émergèrent volontairement et ne furent imposées par aucun super-État international. L'objet des lois de la guerre était de limiter la destruction inter-État à l'appareil d'État soi-même, préservant ainsi le public civil innocent du massacre et de la dévastation de la guerre. L'objectif du développement du droit des neutres était de préserver le commerce civil privé international, même avec des pays ennemis, de la saisie par une des parties en guerre.
L'objectif primordial était donc de limiter la portée de toute guerre et en particulier de limiter son impact destructeur sur les citoyens privés des pays neutres et même des pays en guerre. Le juriste F.J.P. Veal décrit avec charme un tel combat civilisé comme il fut brièvement florissant dans l'Italie du XVe siècle. Les riches bourgeois et marchands de l'Italie médiévale étaient trop occupés à gagner de l'argent et à profiter de la vie pour affronter les écueils et les dangers de faire d'eux des soldats. Ainsi, ils adoptèrent l'habitude d'engager des mercenaires pour combattre pour eux. Et étant économes avec sens des affaires, ils renvoyaient leurs mercenaires aussitôt qu'ils pouvaient se dispenser de leurs services. Les guerres furent donc menées par des armées engagées à chaque campagne. Pour la première fois, être un soldat devint une profession raisonnable et relativement inoffensive. Les généraux de cette période manœuvraient les uns contre les autres, souvent avec une habileté consommée, mais quand un avait gagné l'avantage, soit son adversaire battait en retraite, soit il se rendait. Selon une règle reconnue, une ville ne pouvait être mise à sac que si elle opposait une résistance. L'immunité pouvait toujours être achetée en payant une rançon. Comme conséquence naturelle, aucune ville ne résista jamais, étant évident qu'un État trop faible pour défendre ses citoyens voit son allégeance confisquée. Les civils avaient peu à craindre des dangers des guerres qui n'étaient l'affaire que des soldats professionnels. La différenciation quasi absolue du citoyen privé des guerres de l'État dans l'Europe du XVIIIe siècle fut soulignée par Neff. Même les communications postales ne réussirent pas à être limitées longtemps en temps de guerre. Les lettres circulaient sans censure avec une liberté qui surprend un esprit du XXe siècle. Les sujets des deux nations en guerre se parlaient les uns les autres s'ils se rencontraient, et s'ils ne pouvaient se rencontrer, correspondaient non pas en ennemis mais en amis. La notion moderne n'existe que depuis très peu où les sujets de tout pays ennemi sont en partie pris pour responsables des actes belliqueux de leurs dirigeants. D'ailleurs, les dirigeants en guerre n'avaient aucune volonté ferme de bloquer les communications avec les sujets de l'ennemi. Les anciennes pratiques inquisitrices d'espionnage en lien avec le culte et la croyance religieuse disparaissaient et aucune inquisition comparable touchant les communications politiques et économiques n'était même envisagée. Les passeports furent à l'origine créés pour assurer une conduite sûre en temps de guerre. Pendant la majorité du XVIIIe siècle, il fut rare que les Européens abandonnent leur voyage dans un pays étranger que le leur combattait. Et le commerce était de plus en plus reconnu comme bénéfique aux deux parties. La guerre du XVIIIe siècle fait également contrepoids à un volume considérable de commerce avec l'ennemi. À quel point les États ont outrepassé les règles de la guerre civilisée au cours de ce siècle n'a pas besoin d'être expliqué ici. À l'ère moderne de la guerre totale, combinée à la technologie de destruction totale, l'idée même de limiter la guerre à l'appareil de l'État semble encore plus désuète et obsolète que la constitution originale des États-Unis. Quand les États ne sont pas en guerre, des accords sont souvent nécessaires pour réduire les frictions au minimum. Une doctrine ayant curieusement gagné une large acceptation est la prétendue sainteté des traités. Ce concept est considéré comme l'équivalent de la sainteté du contrat. Mais un traité et un contrat véritable n'ont rien en commun. Un contrat transfère de manière précise des titres de propriété privée. Puisqu'un gouvernement, en aucun sens propre du terme, ne possède sa zone territoriale, aucun des accords qu'il conclut ne confère le moindre titre de propriété. Si par exemple M. Dupont vend ou donne sa terre à M. Martin, l'héritier de Dupont ne peut légitimement contester l'héritier de Martin et revendiquer la terre comme étant légitimement la sienne. Le titre de propriété a déjà été transféré. Le contrat de Dupont père s'impose automatiquement au jeune Dupont car le premier avait déjà transféré la propriété. Le jeune Dupont n'a ainsi aucun droit sur la propriété. Le jeune Dupont ne peut réclamer que ce dont il a hérité de Dupont père, et ce dernier ne peut léguer que des biens qu'il possède encore. Mais si, à un certain moment, le gouvernement de, disons la Ruritanie, est contraint ou même corrompu par le gouvernement de Valdavie à céder une partie de son territoire, il est absurde de prétendre qu'il soit interdit à jamais, interdit pour les gouvernements ou les habitants des deux pays, de réclamer une réunification de la Ruritanie, au motif du caractère sacré d'un traité.
Ni les gens, ni les terres du nord-ouest de la Ruritanie n'appartiennent à aucun des deux gouvernements. Comme corollaire, un gouvernement ne peut certainement pas engager, par le poids du passé, un gouvernement ultérieur par un traité. Un gouvernement révolutionnaire qui renverse le roi de Ruritanie pourrait de même difficilement être tenu responsable des actes ou des dettes du roi, car un gouvernement n'est pas, comme l'est un enfant, un véritable héritier des propriétaires de son prédécesseur. L'histoire course entre pouvoir étatique et pouvoir social. Tout comme les deux interrelations fondamentales et mutuellement exclusives entre les hommes sont la coopération pacifique contre l'exploitation et la production contre la prédation coercitive, l'histoire de l'humanité, en particulier son histoire économique, peut de même être considérée comme un conflit entre ces deux principes. D'une part, il y a la productivité créatrice, l'échange pacifique et la coopération. De l'autre, le diktat et la prédation coercitive sur ses relations sociales. Albert J. Nock aimait appeler ces forces en compétition pouvoir social et pouvoir d'État. Le pouvoir social est le pouvoir de l'homme sur la nature, sa transformation coopérative des ressources de la nature et sa compréhension des lois de la nature au profit de tous les individus qui y participent. Le pouvoir social est le pouvoir sur la nature, le niveau de vie atteint par les hommes dans un échange mutuel. Le pouvoir de l'État, comme on l'a vu, tient dans la saisie coercitive et parasitaire de cette production, drainant les fruits de la société au profit de dirigeants non productifs, en réalité antiproductifs. Alors que le pouvoir social est envers la nature, le pouvoir de l'État est le pouvoir sur l'homme. Au cours de l'histoire, les forces productives et créatrices de l'homme ont à maintes reprises élaboré de nouvelles façons de transformer la nature au bénéfice de l'homme. Ce fut le temps où le pouvoir social devançait le pouvoir de l'État et où le degré d'empiètement de l'État sur la société diminuait considérablement. Mais toujours, après un délai plus ou moins long, l'État est arrivé dans ces nouvelles zones pour paralyser et confisquer à nouveau le pouvoir social. Si du XVIIe siècle au XIXe siècle, dans de nombreux pays occidentaux, il y eut des périodes d'accélération du pouvoir social et une augmentation corollaire de liberté, de paix et de bien-être matériel, le XXe siècle aura été avant tout une époque où le pouvoir de l'État a rattrapé avec la conséquence d'un retour à l'esclavage, à la guerre et à la destruction. Durant siècles, la race humaine fait face, une fois encore, au règne virulent de l'État. L'État désormais armé des fruits du pouvoir créateur de l'homme, confisqué et perverti à ses propres fins. Les derniers siècles furent des époques où les hommes tentèrent d'imposer des limites constitutionnelles et autres à l'État, et finirent par constater que de telles limites, comme toutes les autres tentatives, avaient échoué. De toutes les nombreuses formes que les régimes prirent au cours des siècles, de tous les concepts et institutions qui furent essayés, aucun n'a réussi à tenir l'État sous contrôle. Le problème de l'État est évidemment très loin d'être résolu. Peut-être de nouvelles voies doivent-elles être explorées si l'on veut que la solution finale et réussie à la question étatique puisse être à jamais résolue. Voilà Damien, comme on en a pris l'habitude, on va reprendre le texte ensemble et puis on va lister l'une après l'autre les principales idées. Tu nous expliques en gros point par point un petit peu ce qu'il faut retenir de ce dernier passage et puis n'hésite pas, comme tu le fais si bien d'habitude, à approfondir les notions qui te semblent capitales. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce dernier passage ? Alors, ce que l'État craint, il y a deux choses. Il y a l'invasion d'un État ennemi, voilà, et la révolution. Donc, l'État doit anticiper la possibilité d'une guerre. Donc, il doit être prêt à répondre, voire même à faire des guerres préventives. Donc, à agresser un État avant que l'autre l'agresse, quoi. Et ça, c'est au fond un résumé de la politique étrangère des États. Tous les États sont dans cette attitude, dans ce comportement finalement agressif vis-à-vis de l'extérieur, et tentent de
comment dire, de s'imposer aux autres, voire même de conquérir tout simplement les autres États avant que les autres ne le conquièrent. Voilà. Donc, Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que, tu vois, il y a quand même des États qui sont neutres et puis il y a des États, au sein de l'ensemble européen, on peut pas dire qu'il y ait des velléités, oui. expansionnistes, tu sais? Alors, la neutralité est certainement l'attitude la plus juste qu'il faudrait avoir dans un pays comme par exemple la Suisse. La Suisse est un État neutre et on voit qu'il n'y a pas eu de guerre en Suisse ces derniers siècles. Et puis ce que tu dis là à propos de cette, tendance innée de l'État à toujours vouloir, s'étendre territorialement, c'est pas nécessairement justement par des conflits ouverts, mais ça peut être juste le besoin, la nécessité d'étendre son influence, ne serait-ce que géopolitique ou son influence en termes de l'accès à des ressources naturelles qui sont dans d'autres pays. C'est pas forcément par l'élargissement des frontières, physiques, c'est ça? Oui, oui, alors effectivement, après, c'est ce qu'on appelle la guerre économique. Ouais, OK. La guerre économique. Mais alors, il y a justement une confusion là-dessus, parce que souvent, on dit que l'économie, c'est la guerre. Mais c'est pas vrai. Ce sont les États qui font la guerre. Lorsque deux acteurs privés décident de passer un contrat et d'échanger, c'est jamais la guerre. Ouais, C'est c'est au ça. contraire. C'est au contraire une source de paix et de prospérité. Ouais, ça c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que quand on parle de guerre économique, ce que je comprends, c'est qu'en fait, c'est des guerres qui sont permises par l'interventionnisme C'est ça. de l'État dans la chose économique. Mais, et d'ailleurs, c'est bien expliqué dans le texte, l'économie, le commerce, à la base, c'est une force de coopération, c'est une force qui apporte la paix et la stabilité dans les sociétés humaines. Et justement, il y a cette idée selon laquelle, dans le temps, je crois qu'il fait référence au XVe siècle en Italie, où en fait, la guerre, c'est effectivement uniquement une question d'État, et les commerçants mettaient en place des règles pour protéger leur business, pour pas que ces querelles entre États viennent chambouler le business, quoi, les relations paisibles, pacifiques entre Ouais. les gens, quoi. Mais d'autant plus que à cette époque, à la Renaissance, les guerres étaient menées par des armées privées, hein, c'est-à-dire avec un financement sur non pas collectif, c'est-à-dire qui reposait sur tous les citoyens, mais uniquement sur le trésor privé du roi ou du prince. Voilà. Donc c'était des guerres qui étaient limitées et qui s'arrêtaient généralement quand il y avait plus d'argent. Ouais. On faisait un traité et puis voilà, terminé. Évidemment, à partir de la Révolution française, on a instauré la conscription obligatoire et on a commencé à faire reposer sur tous les citoyens le coût de la guerre. Ouais. Et puis à partir du moment où on n'est plus sur un étalon or, mais qu'on est sur de la monnaie fiat, eh bien, on a beau ne plus avoir d'argent dans les caisses, il y en a toujours, puisqu'on On a peut toujours, faire c'est la tourner planche à billets. la planche à billets, ouais. Ouais. Mais il y a une citation dans le texte qui est intéressante, hein, c'est la guerre et la santé de l'État. La guerre et la santé de l'État. Hein, donc, ce que nous dit Rothbard, c'est que à partir du moment où il y a l'État, il y a la guerre. Et s'il y a la guerre, il y a l'État. Enfin, c'est quand même quelque chose qui est une permanence dans l'histoire. Ouais. Ça, c'est un peu difficile à entendre, particulièrement, j'imagine, pour les jeunes générations, ou même, tu vois, pour des gens comme moi qui n'ont pas vécu la guerre. On a toujours entendu que la France et l'Europe, c'était justement, du moins la France dans l'Europe. L'idée était de mettre un terme à tous ces conflits qui ont ravagé l'Europe, quoi. Mais ce que Rothbard dit, c'est que l'État, par définition, va générer la guerre. La guerre, c'est la santé de l'État. Ouais. Ouais. Alors, il y a aussi cette idée intéressante selon laquelle le droit international est le pendant du constitutionnalisme. C'est-à-dire que Mm. là où les hommes ont érigé des constitutions
pour Ouais. sanctuariser, protéger Mm. leurs droits fondamentaux, les individus, et apparemment c'est pas mal le fait de commerçants, d'acteurs économiques, ont mis en place ou ont contribué à la mise en place d'un droit international pour un petit peu confiner Oui. l'exercice de la guerre à des modalités qui soient pas totalement destructrices sur le business, L'idée, elle remonte au XVIIIe siècle et à Kant, Emmanuel Kant notamment, hein, dans un livre qui s'appelle Le projet de paix perpétuel, il avait envisagé justement de contraindre les États en les soumettant à des règles internationales, c'est-à-dire finalement à des lois supérieures. Bon, ça a donné lieu à la SDN et puis à l'ONU. Finalement, l'ONU, c'est ça. Hein, l'idée, c'est d'enfermer en quelque sorte les États dans un cadre juridique qui les empêche justement de se livrer à la guerre. Mais on se rend bien compte que ça ne fonctionne pas pour plusieurs raisons. D'abord, parce que le Conseil de sécurité de l'ONU est composé d'États, et donc ils sont jugés partis. ouais. Donc ça veut dire qu'en fond, les conflits sont tout simplement se répliquent à l'intérieur du Conseil de sécurité, et chacun cherche à imposer aux autres son influence et ses décisions. Et puis surtout, deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de force qui contraindrait les États. Donc si un État décide de violer les règles du droit international, il peut le faire en fait. C'est ça, un peu comme là où l'État va s'appuyer sur le Conseil constitutionnel pour apposer un sceau de légitimité à des actions liberticides sur le peuple. Le Conseil, l'ONU et le Conseil de l'ONU Conseil de va être sécurité. influencé par des États pour légitimer une entrée Bah, en guerre et en fait pour définir le camp du bien et du mal dans des conflits qui ça. de toute façon vont avoir lieu, mais parce que c'est dans la nature des choses, c'est ça? Voilà, et puis avec un acteur qui est surpuissant, c'est les États-Unis. Les États-Unis, ils ont des porte-avions partout dans le monde et ils sont prêts à intervenir dès que leurs intérêts sont menacés, Ouais, dès que le dollar est menacé. ouais. Alors ça, c'est un premier aspect. Oui. Ensuite, si on Alors, revient, dans ce chapitre, il y a également la question des crimes. Les crimes les plus graves, selon le lexique de l'État, sont presque invariablement non pas l'invasion des personnes ou des propriétés privées, mais des dangers pour sa propre existence en fait. Hein. Donc ces crimes sont la trahison, la désertion d'un soldat, la subversion, le complot, l'assassinat des dirigeants et les crimes économiques tels que la contrefaçon de la monnaie ou l'évasion fiscale. En fait, ce qui est amusant, c'est que ce sont des crimes sans victime. Ce sont des crimes sans victime, hein, c'est-à-dire par exemple, tu brûles un drapeau, tu injuries le chef de l'État, bon bah on va t'appliquer une sanction alors qu'il n'y a pas de victime. c'est ça. Dès lors que tu viens affaiblir l'État, tu es coupable d'un crime autrement plus sanctionnable que si tu t'en prenais à un de tes concitoyens, quoi. C'est vraiment un passage intéressant. Rothbard, en fait, il explique que l'État se préoccupe avant tout de sa protection, quoi. Et donc, il le prouve en montrant qu'il va punir beaucoup plus sévèrement les crimes qu'il menace directement, est à lister, effectivement, trahison, évasion fiscale, plutôt que les crimes contre les citoyens. Et là où c'est un petit peu, je trouve que dans la formulation, c'est un petit peu compliqué. Moi, j'ai dû la lire plusieurs fois, cette phrase. Mais il nous interroge, il nous dit que c'est quand même étonnant que cette priorité ne nous interpelle pas davantage, parce que à la base, le rôle principal, fondamental de l'État, c'est de protéger les citoyens. Ouais. Oui, mais alors bon, d'un point de vue moral, il faut bien comprendre d'où part Rothbard hein, dans sa réflexion. C'est qu'il part du droit de propriété. Donc, lorsque vous volez l'État, en fait, vous ne faites que reprendre ce qui vous appartient. D'un point de vue moral, c'est ça, hein, la réalité. C'est-à-dire que, et donc, il n'est pas immoral de voler l'État. Simplement, c'est criminel parce que c'est criminalisé par l'État. Donc, c'est extrêmement dangereux et donc il faut pas le faire. En fait, d'un point de vue moral, c'est légitime, mais d'un point de vue de prudence, c'est pas conseillé parce qu'en face de nous, l'État est surpuissant, il est surarmé Ouais. et donc vous n'avez aucune chance face à lui. C'est vrai que quand tu le dis comme ça, moi je trouve ça assez violent dans le sens où tu te dis
voler l'État, c'est C'est moral. reprendre ce qui nous appartient. Ouais, mais je sais bien, mais il y a peut-être une logique, mais je trouve ça un petit peu quand même. J'ai du mal quand même à adhérer. Ce qui me vient à l'esprit là, c'est que c'est cette notion de droit de sécession dont tu parlais. Ce qui devrait être possible, c'est effectivement de pouvoir migrer dans une autre juridiction avec d'autres règles qui s'appliquent et de pouvoir choisir de participer à un système où le gouvernement, il a plus tous ses monopoles sur tous ces services à la personne. Il y a une fiscalité différente, un système qui me convient Oui. davantage. Je Bon. consens à payer l'impôt et cet argent, j'ai pas le droit de le voler puisque je joue dans des Oui. règles. Je joue dans un jeu dont j'ai choisi les règles. Là, c'est des règles qui nous sont imposées, qui évoluent constamment en faveur de celui qui prend et qui ne redonne pas à la hauteur de ce qu'on attend. Et donc, effectivement, là, cette notion de prédation croissante et d'injustice, je la comprends et je peux comprendre l'idée qu'on ait de moins en moins envie d'acquitter l'impôt, mais de là à dire que voler l'État, c'est moral, pour moi, Non, c'est mais un petit peu... l'impôt est un vol. Alors, on part d'une prémisse qui est clairement posée par Rosbard, c'est que l'impôt est un vol. L'impôt n'est absolument pas volontaire, en aucune façon. Et que donc, on prend aux gens ce qui leur appartient sans leur consentement et sans contrepartie, véritablement. Hein, les services publics ne sont pas une contrepartie de ce que l'on paye. Donc, il y a donc logiquement, d'un point de vue logique, voler l'État, c'est reprendre ce qui est à nous. C'est pas quelque chose d'immoral. Mais évidemment, et tu as raison, Rosbard ne conseille pas de le faire. Ce qu'il recommande, c'est pas non plus de faire la révolution, parce que dans les deux cas, on va se heurter à quelqu'un qui est plus fort et qui aura toujours raison, parce qu'il détient le monopole de la force. Donc il faut pas jouer ce jeu-là. Par contre, en effet, voter avec ses pieds. Voter avec ses pieds, c'est-à-dire c'est partir. Ça peut être effectivement une façon de résister. Ou bien le fait d'utiliser Bitcoin. Ça peut être aussi une façon de résister, c'est-à-dire de se passer des banques et donc de délégitimer l'État. Hein, c'est de dire on n'a pas besoin de l'État, on peut s'en passer et on se passe de ses services. En fait, se passer des services publics, c'est la meilleure façon, en quelque sorte, de résister à l'État. Lorsque Rosbard dit l'impôt c'est le vol, en fait, il s'appuie sur une analyse historique sur la jeunesse de l'État. C'est ça, il dit l'État à la base, ce sont ces bandits ou ce sont ces conquérants qui décident de se nourrir sur le dos du peuple. C'est ça, en échange c'est une mafia, quoi. C'est une mafia. Une mafia Okay. légale, donc des gens qui se sont mis d'accord pour spolier les autres. Et Voilà, à partir du moment où cet accord, en fait, c'est pas un accord, c'est effectivement c'est une violence qui s'impose sur nous, ne fait pas l'objet d'un consentement et qu'elle n'est pas renégociée. À partir du moment où il n'y a pas cette négociation, cet accord, Rosbach considère que c'est c'est un vol, c'est l'expoliation. encore un vol. Ouais, mais tu vois, c'est amusant parce que dans l'épisode précédent, on parlait justement de l'État limité et finalement de l'utopie de ces contre-pouvoirs qui limiteraient l'État. Et justement, au XIIe siècle, il y a eu la Magna Carta. La Magna Carta, la grande charte en Angleterre, où les barons ont imposé au roi un certain nombre de contraintes. Et parmi ces contraintes, il y avait ne jamais augmenter les impôts sans un vote. Ok, ouais. Bon, en fait, ça n'a jamais été appliqué. Ça n'a jamais été appliqué, ou quasiment jamais. Les impôts sont augmentés sans jamais qu'on demande aux citoyens de consentir. Et donc, Finalement, c'est assez récent cette augmentation presque parabolique de la oui. taxation, de la fiscalité en France ou ailleurs. Mais ça a été le fait des guerres, notamment, les deux guerres mondiales. Mais ensuite, comme on peut pas non plus augmenter indéfiniment les taxes et les impôts, eh bien on fait marcher la planche à billets. Et donc l'endettement, il continue et il augmente toujours plus grâce aux banques centrales. En fait, l'invention des banques centrales, c'est ça, c'est de permettre aux États de se financer sans limite
et sans Ouais. avoir besoin d'augmenter les impôts. Ce qui Ça, c'est conduit à l'inflation. Ouais, On ça voit bien c'est aujourd'hui. quelque chose qui est, étudié en long et en large dans cet ouvrage «État, qu'as-tu fait de notre monnaie?» Oui, qui est disponible sur ce podcast et qui est absolument, ouais, passionnant ouais, et qui ouais, permet d'avoir ce regard historique. tout à fait. En parlant de regard historique, donc il y a la 2e partie, en fait, la Oui, partie qui vient conclure ce texte, c'est justement, cette notion que l'histoire, c'est une course entre le pouvoir étatique et le pouvoir social. voilà. Donc le pouvoir social, le pouvoir de l'homme sur la nature, et il se manifeste par la créativité, par l'innovation, par l'échange, par la coopération entre les hommes, tandis que le pouvoir de l'État, c'est le pouvoir de l'homme sur l'homme, et c'est le monopole. Ouais, et tu m'avais justement, Oui, transmis voilà. des diapos intéressantes les qui permettent de préciser cette définition du pouvoir à la Rothbard. Voilà, le pouvoir politique, donc c'est le pouvoir de l'État qui est détenteur du monopole légal de la force physique et qui s'exerce par la contrainte, par la punition, l'expropriation, etc. Bon, OK. on en a longuement parlé hein, durant tous les épisodes. Ouais, Et le pouvoir économique et social, c'est l'échange volontaire. Donc, ça correspond finalement à ce qu'on appelle la société. Hein. La société, c'est le domaine privé. C'est le domaine ouais, privé. Et ce pouvoir économique et social, il y a eu des phases dans l'histoire où il s'est beaucoup développé parce que le pouvoir politique était faible. Et notamment, quand on regarde, par exemple, au XVIIe, XVIIIe siècle, on voit que le capitalisme, il s'est développé en Europe là où le pouvoir était faible. C'est-à-dire, par exemple, en Italie du Nord, où il y avait les cités libres, hein, comme Florence, Gênes, ouais. euh, Venise, Ouais, 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 ouais. dans les Pays-Bas, aux Pays-Bas, hein, et puis en Angleterre. C'est marrant que tu cites, ces régions, parce que lorsque j'étais enfant, je sais pas si tu te souviens, c'était au début des années 80, il y avait cette série télévisée sur, Marco Polo. Mhm. Toute une série, c'était je crois les toutes premières vraiment grandes séries et moi je me souviens qu'enfant j'avais été complètement, pris dans j'avais été complètement inspiré par cette saga, de ces commerçants, c'était des gars de Venise, hein, qui partaient Ouais, dans le monde entier et on voyait vraiment la force du commerce, comme pratiquement outil de diplomatie ou en tout cas c'était vraiment une bah, force oui, ça apportait de la ouais, richesse, ça apportait aussi, de la coopération puisque dans cette définition du pouvoir, le pouvoir social, c'est ce qui permet toujours davantage de coopération entre les hommes et ça, une force motrice, une force, ouais, de cette coopération, bah, c'est les commerçants quoi, en fait, hein ouais, et ouais. les gens de Venise et puis les Flamands, les Néerlandais, c'est un peu les stars dans ce jeu à cette époque-là, hein. Non, mais c'est incroyable de penser que Marco Polo est devenu le conseiller de l'empereur mongol, Ouais, alors que c'était un catholique et que l'empereur mongol, était très éloigné de tout ça. Et donc malgré le fossé culturel et religieux, ils ont été très liés en fait et se sont apportés mutuellement beaucoup. c'est ça et c'est peut-être là où c'est intéressant de voir que les commerçants, les acteurs économiques, dans les contrats qui passent, mutuellement, ils respectent, la propriété de l'autre, et ils s'accordent sur des termes, chacun a la liberté ou non d'entrer dans cet échange. Et donc, il y a une capacité à reconnaître chez l'autre, dans une culture différente, ces droits fondamentaux qu'il faut respecter, et tout en ayant l'intelligence culturelle, l'intelligence émotionnelle, d'accepter aussi Mhm. les différences des normes, des us et coutumes, etc. Quoi. Ouais, ouais. Montesquieu parlait du doux commerce. C'est l'expression qu'il emploie parce que, disait-il, le commerce pousse les gens à se connaître et à se respecter et donc favorise la tolérance.
Ouais. Les individus commercialisent leurs biens et services selon leurs avantages mutuels, selon leur propre jugement, et le pouvoir économique s'exerce sans contrainte. Il s'exerce par le consentement, par l'intérêt. Chacun trouve son intérêt. En fait, un échange volontaire, c'est un échange qui est toujours gagnant-gagnant. C'est un jeu à somme positive. Parce que je n'entre pas dans un échange si je n'y trouve pas mon intérêt. Et donc, les intérêts se rencontrent. Et c'est comme, par exemple, je vais acheter du pain. Moi, mon intérêt, c'est d'avoir du pain. Et l'intérêt du boulanger, c'est d'avoir des euros. Et finalement, nos intérêts ne sont pas les mêmes. Ouais. Mais ils se croisent et ils peuvent s'harmoniser. C'est ça le miracle, en fait, du marché. Ouais. Et donc, il y a cette notion que Rothbard Oui. expose de marche du monde qui suivrait un peu un mouvement d'oscillation. Ouais. Oui, ce qui est important, c'est de comprendre que l'histoire n'est pas un processus linéaire. Parce que souvent, dans la philosophie, on a des auteurs comme Marx, comme Hegel ou comme Kant qui voient l'histoire comme quelque chose qui serait déterminé à aboutir à une fin qui serait connue à l'avance et que l'histoire donc progresserait sans cesse vers cette fin. Bon, Rothbard n'est pas d'accord avec cette vision et il pense que en réalité on a des avancées et des reculs tout au long de l'histoire et que il n'y a pas de déterminisme fondamentalement, il n'y a pas de sens de l'histoire qui serait complètement fixé, il n'y a pas de loi de l'histoire en fait. Mais il dit bien qu'il y a eu des époques dans lesquelles le pouvoir social s'est beaucoup exprimé, développé et plus librement, notamment 17e, 18e, sans doute aussi 19e siècle. Certains font remarquer aussi que c'est l'époque où il y a l'étalon or. Ouais. Donc c'est pas pour rien. C'est sans doute que on avait justement un État plus faible, justement. Hein. À partir du XXe siècle, l'État capte la monnaie et supprime l'étalon or, et là, il devient tout puissant. Et c'est l'époque des guerres, hein, des guerres mondiales, et puis c'est l'époque de la prédation fiscale à grande échelle. Ouais, c'est ça. On s'approche de la fin de cette série, Damien. Ça va être assez difficile de conclure parce que ça reste. Bon, déjà, il y a pas mal de. Il y a un contenu finalement sur ces 50 pages. On brasse pas mal d'idées et des idées assez fondamentales. Il fait voler en éclats quand même pas mal d'idées préconçues. C'est hyper radical. Mais moi, je trouve ça tout de même très convaincant. Et je trouve que ces idées, elles sont très légitimes, elles sont bien argumentées. Instinctivement, moi, j'ai l'impression qu'à pas mal de niveaux, il est dans le vrai. Mais il y a effectivement des choses qui restent assez compliquées à avaler. Hein. Oui, moi je dirais, tu l'as dit, il est radical, mais il est aussi cohérent. Il est cohérent avec les principes qu'il pose au départ. Et je pense que c'est ça la marque d'un grand philosophe. Un grand philosophe, c'est quelqu'un qui pose des principes qui sont des principes réalistes, hein, c'est-à-dire qu'il s'appuie quand même sur une observation de la nature humaine, de ce qu'est l'homme, et il déduit des conséquences de ces principes. Et parfois, ces conséquences sont surprenantes, déstabilisantes, mais si elles sont correctement déduites des prémices, elles peuvent pas être fausses. C'est ça. Elles peuvent paraître radicales dans une actualité où on s'est éloigné en fait d'une cohérence ou d'une logique par rapport à ces principes moraux de base, le respect de la propriété, ces choses comme ça. Ouais. Principes moraux et anthropologiques, hein, sur une compréhension juste de ce qu'est l'homme et de ses droits. Donc le vrai philosophe, c'est celui qui va jusqu'au bout de la cohérence et qui va accepter justement toutes les conséquences des principes qu'il a posés. Ouais. Même si c'est difficile. L'objectif de Rothbard, c'est pas nécessairement de détruire l'État demain, de faire une révolution, de tout casser, mais c'est de mettre en lumière
l'effet néfaste du monopole de l'État sur tout un tas de dimensions et de la nécessité de remettre pas mal de fonctions étatiques sur le marché, c'est ça? Oui, c'est de le délégitimer dans un premier temps, en comprenant finalement sa nature perverse, et puis c'est de le remplacer. Et le remplacer, ça peut passer effectivement par la privatisation des fonctions étatiques. Alors, ce qui est très important, on l'avait déjà dit, je crois, dans le premier épisode, mais c'est que les fonctions étatiques, qu'on appelle les fonctions régaliennes en général, sont utiles et sont nécessaires. On a besoin de sécurité. On a besoin de tribunaux pour régler les conflits. Mais ces fonctions peuvent être prises en charge par le marché. Et dans l'histoire, elles l'ont été. Les tribunaux, dans le passé, ont toujours été le fait de juges qui étaient désignés dans la population. Hein, et on a les tribunaux de commerce aussi, qui sont des tribunaux privés. Hein, ça existe. Bon, la défense nationale. Alors là, il parle d'agences de sécurité. Il dit qu'il faut qu'il y ait une concurrence entre différentes agences de sécurité. Alors bref, il y a des choses à inventer sans doute. Hein, il y a des choses à expérimenter. L'anarchisme tel qu'il le comprend, tel que Rothbard le comprend, c'est faire émerger les règles et l'autorité d'en bas, par des contrats, par l'échange des droits de propriété, par la coopération et le consentement volontaire. Ça, l'anarchisme, c'est un sujet que je connais pas ou très peu, mais je comprends qu'il y a différentes mouvances, plus ou moins désireuses de mettre en place différentes formes d'ordre ou de désordre, et que Rothbard s'inscrit dans un courant qui s'appelle l'anarcho-capitalisme, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Et oui, qui est assez distinct d'autres formes d'anarchisme qui sont peut-être, de mon point de vue, moins souhaitables. Et dans l'anarcho-capitalisme, on reconnaît la nécessité d'avoir de l'ordre dans la société, mais d'avoir un ordre qui soit pas dépendant de dirigeants faillibles et susceptibles, comme on a pu le voir tout au long de cet entretien, de s'approprier et en fait Voilà. Alors en fait, il définit l'anarchie comme une société dans laquelle personne n'agresse personne, où il n'y a pas de violation de la propriété privée. C'est ça en fait. Et donc ça n'est rien d'autre que le capitalisme. Voilà. Et c'est là où Bitcoin est très intéressant. Oui, parce que il y a une petite note à la fin, à toute fin, qui est la note 54, dans laquelle Rothbard nous dit au milieu des flux d'expansion ou de contraction, l'État veille toujours à saisir et à conserver certains postes de commandement essentiels de l'économie de la société. Parmi ces postes de commandement se trouve le monopole de la violence, on en a parlé, le monopole du pouvoir judiciaire, les voies de communication et de transport, l'eau, l'éducation. Et il termine en disant « Dans l'économie moderne, la monnaie est le poste de commandement essentiel. » Voilà, donc Bastia aurait dit un peu la même chose. Hein. Il a beaucoup ferraillé avec justement les anarchistes de l'époque, qui étaient des anarchistes communistes ou socialistes, ou même individualistes comme Proudhon. Mais tous ces gens-là croyaient que la monnaie était une fonction régalienne et qu'il fallait de toute façon instaurer. Alors, il parlait, par exemple, Proudhon parlait d'une banque du peuple, mais il voulait que le crédit soit gratuit. Bon, et Bastia a expliqué que c'était totalement utopique parce que ça conduirait fatalement à la faillite de cette banque. Bon, donc il a pas mal réfléchi sur les questions monétaires, mais je pense qu'il n'a pas vu ce que nous on voit depuis le XXe siècle, hein, c'est-à-dire la captation de la monnaie à un point totalement inimaginable. Et donc le monopole de la création monétaire, l'abolition de l'étalon or déjà à partir de la Première Guerre mondiale, puis ça s'est aggravé de plus en plus jusqu'en 71 où les Américains ont décidé de s'en passer complètement et définitivement. Mais là, donc, on est face à un problème qui est
existentielle. Et Bitcoin est la réponse à ce problème. C'est ça, c'est vraiment l'espoir que fait naître Bitcoin. On a tout un chacun dans le monde peut avoir accès à une monnaie qui se distingue par sa dureté, c'est-à-dire par une capacité à conserver le pouvoir d'achat qui est inédite. C'est une monnaie qui est difficile et coûteuse à produire. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas la produire à volonté et gratuitement. Et c'est une monnaie qui est limitée, dans la quantité est limitée à 21 millions d'unités. Donc c'est une monnaie qui n'est pas inflationniste. Et puis c'est là où ça rejoint complètement le propos de Rothbard, c'est une monnaie qui n'est pas sous le monopole de l'État. C'est-à-dire on adopte ou non cette monnaie, son émission elle est régulée par un programme. Elle est difficile à confisquer. C'est aussi une manière de se prémunir du viol de la propriété par l'État. Et son prix obéit au marché, c'est-à-dire à l'offre et à la demande. Alors, les bitcoiners, c'est vrai qu'on a cet espoir que l'adoption graduelle, progressive de Bitcoin dans le monde pourra un petit peu réduire l'intensité et la durée des conflits, des guerres. On en a parlé tout à l'heure. On va peut-être pouvoir revenir à une situation où les conflits sont plus confinés, sont moins coûteux, sont moins désastreux, parce que finalement, il sera plus difficile pour un État de camoufler, de dissimuler son action au niveau de la planche à billets. Les gens iront se réfugier sur des monnaies plus dures comme Bitcoin ou des monnaies adossées au Bitcoin. Et puis je pense que c'est un changement aussi radical à l'échelon individuel, parce que quand on a une monnaie qui ne se dévalue pas, qui ne perd pas sa valeur dans le temps, eh bien c'est une monnaie qu'on a envie d'épargner. Et parce que ça nous permet effectivement de stocker de la valeur pour le futur et donc de pouvoir se projeter dans le futur. Aujourd'hui, les monnaies fiat, les euros, les dollars, ce sont des monnaies qu'on a envie de dépenser, parce que on sait que ce sont des monnaies qui ont une valeur qui est fragile, qui est faible, qui ne dure pas, et donc on va être dans un comportement très court-termiste, très hédoniste, de consommation. On va acheter n'importe quoi, on va consommer n'importe comment. Dès qu'on commence à acheter du Bitcoin, on change complètement sa vision des choses et on se dit que il faut arrêter de dépenser, il faut plutôt épargner. Et ainsi, on commence à voir sa vie d'une manière tout à fait différente. On est moins dans le présent, on est davantage dans une projection long terme dans le futur. Et c'est comme ça que les civilisations se construisent et se développent. En fait, le consumérisme, on l'attribue souvent, et ça, justement, c'est la propagande, et ce sont les intellectuels payés par l'État qui diffusent cette propagande. On attribue le consumérisme au capitalisme. Sur ce point, on peut conseiller la lecture d'un article qui a été écrit par Alexandre Stachenko, qui est très intéressant, qui met justement en évidence ce que tu viens de dire. Est-ce que pour clore cette série, tu pourrais nous conseiller à tous un certain nombre de documents, de livres, d'ouvrages qui sont peut-être disponibles sur l'Institut Copé, par exemple, pour approfondir, étendre notre réflexion sur ces sujets fondamentaux là qu'on a explorés. Oui, alors sur le site de l'Institut Copé, il y a les éditions de l'Institut Copé, donc il faut aller sur l'onglet éditions, et donc là on a publié énormément d'ouvrages du 18e, 19e siècle, avec à chaque fois donc la possibilité de le télécharger en version numérique gratuitement, PDF ou EPUB. Et donc si je pouvais recommander un bouquin, ce serait celui de Gustave de Molinari, qui est le grand disciple de Frédéric Bastiat et qui a écrit les soirées de la rue Saint-Lazare. Donc il suffit de faire dans l'outil de recherche soirée ou Molinari et on tombe dessus. Les soirées de la rue Saint-Lazare, c'est un dialogue entre trois personnages. L'un qui est le conservateur, l'autre qui est le socialiste et le troisième l'économiste. Mmh. Et l'économiste, c'est le libéral et c'est Molinari.
Donc on a 3 points de vue croisés sur les grandes questions de société, les questions politiques, les questions économiques, et c'est très très intéressant. C'est là justement que Molinari dit que tous les problèmes, toutes les perversions, toutes les dérives proviennent de comment il dit ça, de l'atteinte portée au droit de propriété. Ok. L'éthique de la liberté, tu nous en avais parlé aussi. Tu nous en conseilles la lecture? C'est quelque chose qui est assez accessible ou c'est... Bon, il faut l'acheter. C'est aux éditions des Belles Lettres. Il y a une très belle préface. Et puis, c'est un bouquin qui est essentiel si on veut approfondir, justement. Une fois qu'on a lu l'Anatomie de l'État, qui est un petit livre, c'est pas mal, effectivement, de se plonger dans ce livre, l'éthique de la liberté, qui est plus développé et surtout qui apporte tous les fondements anthropologiques et moraux. Écoute Damien, moi j'étais très très content de parcourir tout ce livre avec toi, de profiter de ton éclairage philosophique. C'est là où j'ai compris que c'est un bouquin de philo, en fait, comment tu disais, de philosophie politique. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Voilà, je suis ravi à l'idée de pouvoir partager tout ça sur BTC Touchpoint. J'espère qu'on aura l'occasion de répéter ce type d'exercice d'ici quelques temps, peut-être à l'occasion de l'été prochain cahier de vacances, sur un texte aussi puissant que celui-ci. Voilà, grand merci à toi Damien. Merci et bravo pour cette initiative.